Cette femme est laide, à faire peur, tellement laide qu'elle doit se cacher quand elle se trouve en public. C'est en tout cas l'image que lui renvoie la société coréenne. Et c'est ce qu'il a décidé à participer à l'émission de télé-réalité Let Me In, Laisse-moi devenir belle en coréen. Un jour, un groupe d'enfants m'a poursuivi dans les couloirs de l'école. Ils criaient « Attrapez-la, attrapez-la, on veut tuer la moche ». Yousee est donc laide et veut devenir belle. C'est le pitch de l'émission. 8 jeunes laidrons seront sélectionnés pour devenir des princesses quelques mois plus tard, à coups de bistouri, rabotage d'os et autres joyeusetés chirurgicales. Le tout, bien évidemment, sous l'œil des caméras et du public. Cette année, pour la 3e saison de l'émission, 4500 candidates se sont précipitées devant les caméras de Let Me In. Pour participer au casting, c'est facile. Il faut être la plus moche, mais aussi la plus déprimée. J'aurais voulu être une épouse aimée. On me dit tu ressembles à un monstre, à un alien. Je voulais me suicider. Pleurer aide aussi beaucoup. En face des candidates, un jury de chirurgiens et de psychiatres fait la sélection. Voici le Dr Oh, le chirurgien vedette de l'émission. Il sait aussi jouer au psychologue. Je suis d'accord que son apparence peut être un obstacle si elle veut se faire embaucher. Mais est-ce que son attitude est la bonne? Est-ce qu'elle arrive à montrer ses capacités lors de ses entretiens d'embauche? C'est l'heure de connaître les 8 gagnantes. À l'unanimité, nous avons pris une décision. Vous avez été sélectionnés. Yousee a été préférée à la suicidaire. Elle va pouvoir passer sur le billard. C'est la 2e partie de l'émission. On avait déjà une émission de maquillage et une autre émission qui s'appelait La guerre des régimes, dans laquelle les gens obèses devaient perdre 50 ou 60 kilos en 3 mois. Mais moi, j'ai voulu rendre les choses plus dramatiques, que le changement soit plus spectaculaire. L'émission surfe sur la folie de la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Une femme sur 5 ici serait déjà passée sous le bistouri 4 fois plus qu'aux États-Unis. Un business juteux. À Séoul, il y a même un quartier surnommé la ceinture de l'esthétique où les hôpitaux spécialisés s'alignent les uns à côté des autres. Nous y retrouvons la clinique du Dr Oh, le chirurgien de Let Me In. Il a affiché le label vu à la télé dans le hall. Ça attire le client. On reçoit environ 80 ou 100 clients par jour. Et on a à peu près 50 ou 60 opérations chaque jour selon les saisons. On me demande parfois si je considère les personnes qui visitent ma clinique comme des patients ou comme des clients. Pour moi, avant leur entrée au bloc, ce sont des clients. Et puis quand je suis en train de les opérer, ce sont mes patients. C'est cela ma philosophie. Mais bien sûr qu'il s'agit de clients, car ils payent pour un service que je leur propose. C'est le Dr Oh qui a opéré Yousee sous les caméras de Let Me In. Il lui a cassé l'os de la mâchoire, puis l'a raboté. Une opération lourde et très risquée. Tout ça pour les besoins d'une émission de télé-réalité. Ce jour-là, la nouvelle Yousee vient le voir pour un contrôle de routine. Bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu es devenue jolie. Les yeux sont aussi bien faits. Fais A. Il faudrait perdre un peu de poids. Mais ce n'est pas possible, docteur. Je fais vraiment des efforts jour et nuit. Il faut le faire. C'est la seule sortie autorisée de Yousee. C'est écrit dans son contrat. Elle a l'obligation de rester dans cet immeuble de la banlieue de Séoul pendant toute sa convalescence. Bienvenue chez nous. C'est notre appartement, c'est ici qu'on vit. Là, vous avez l'une des chambres. C'est plutôt petit. Comme on est nombreuses, on a plusieurs chambres différentes.
3 mois dans cet appartement avec les autres charcutés de Let Me In. J'avais un visage asymétrique, donc on m'a refait la mâchoire, les pommettes, le front, on m'a fait un lipofilling, on m'a refait les yeux et le nez. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais le menton en galoche, alors j'ai eu droit à la mâchoire, aux yeux, au nez, à une réduction du front et à un lipofilling. Les candidates vivent ensemble, mangent ensemble, font leur gym ensemble, tout en étant filmées, bien entendu. Vous me faites l'exercice toutes les deux, là, juste une fois? Et dans ce Loft Story, pour Momi, il faut respecter certaines règles, à commencer par la plus importante. On ne doit pas se regarder, même pas dans la salle de bain. On ne se voit pas dans le miroir, ni non plus dans le reflet de la vitre. C'est pour attiser notre curiosité et qu'on ait la joie de se découvrir lors de la finale sur le plateau. Tout pour le suspense télévisuel, sans parler de l'ennui des douleurs post-opératoires. Mais Youssi pense que ça en vaut la peine. Bien sûr, on peut dire que mon visage d'avant avait une certaine originalité. Mais bon, je pourrais trouver une nouvelle originalité dans mon nouveau visage. Sortir du lot en rentrant dans le rang, étrange équation. En se faisant refaire le visage, ces filles vont en fait ressembler à la plupart des autres coréennes. Il n'y a qu'à regarder les photos des candidates à l'élection de Miss Corée cette année, une succession de clones. Et c'est ce qui est recherché, l'uniformité, la recette du succès dans le pays, y compris au niveau professionnel. En Corée du Sud, les recrutements se font via des foires à l'emploi comme celle-ci, et l'apparence est l'un des critères les plus importants. On a tellement de pression dans ces entretiens, alors on fait en sorte d'être tout de suite vue comme charmante et intelligente, surtout nous les filles. C'est pour ça qu'on a recours au traitement esthétique et même à la chirurgie. Dernière émission de Let Me In, l'ex-vilain petit canard arrive comme une star. Youssi va enfin découvrir son nouveau visage 3 mois après son opération, tout comme le public. Montrez à Youssi sa transformation. Regardez ses longues jambes. Elle est étonnée, bien sûr, elle ne peut être qu'étonnée. J'ai la chair de poule. Les parents de la jeune fille ont été conviés eux aussi pour qu'ils puissent ne plus reconnaître leur fille et pleurer. Audience garantie. Gloire à la chirurgie esthétique, le show ne peut que susciter des vocations parmi les téléspectatrices en larmes. De quoi assurer une 4e saison de Let Me In et des clientes pour le Dr Oh. Youssi, elle, est aux anges. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer le prince charmant. Ce sera probablement l'objet de la prochaine émission de télé-réalité coréenne. D'après les services de renseignement, une femme anglaise serait impliquée dans l'attaque. Il y a de fortes présomptions que ce soit Samantha Lewthwaite, son surnom, la Veuve Blanche. Selon les agences de renseignement occidentales, la Veuve Blanche serait aujourd'hui la femme terroriste la plus recherchée au monde. L'histoire de Samantha Lewthwaite commence ici, à Aylesbury. Une petite ville de 70 000 habitants, à 70 km au nord-ouest de Londres. Une famille de la classe moyenne, père militaire et mère au foyer. Elle grandit dans l'une des maisons toutes identiques de cette rue. À 11 ans, ses parents divorcent. Pour Raj Khan, ancien voisin et ami proche de la famille, c'est un premier tournant dans sa vie. On lui a présenté une famille de nos amis. À l'époque, elle avait vraiment besoin de réconfort. C'est à ce moment-là qu'elle a développé une attirance tout à fait saine pour l'islam. La seule chose qui ressortait d'elle, c'est qu'elle était une jeune enfant innocente, sans aucun signe d'extrémisme.
Rien ne pouvait nous faire penser, ni à moi, ni à la communauté musulmane, que cette jeune femme pourrait se radicaliser. C'était juste une jeune femme pacifique. Il faut dire qu'ici l'islam est très présent, attirant pour une jeune ado un peu perdue. À Aylesbury, seulement 10% de la population est musulmane, mais dans son quartier en particulier, même les petites filles portent le voile. Au milieu des maisons, la seule mosquée de la ville, où Samantha récite ses premières prières. Un souvenir difficile à assumer pour Nikem Hussein, ancien maire et lui-même musulman. Il craint que l'image de la ville et de la communauté musulmane soit écornée. Pour une petite ville de province, être au cœur de l'actualité mondiale, c'est effarant. Nous sommes une petite ville tranquille, où les habitants vivent bien ensemble, avec les mêmes problèmes que dans les autres villes de cette taille. L'emploi, le logement, comme dans toutes les communautés. Honnêtement, je peux vous dire que nous ne sommes pas un terreau ni de radicalisme, ni de fondamentalisme. Mais il y a des salafistes ici? Oui, mais ils sont très bien, ils ne font que prier. Ils n'ont pas de lieu de rencontre, ils ne font rien de différent de ce que font les autres. Si ce n'est pas ici que Samantha se radicalise, c'est à Londres pendant ses études de religion. En l'an 2000, deuxième tournant dans sa vie. À l'université, elle rencontre Jermaine Lindsay. Tous les deux sont convertis à l'islam. Ils se marient, ont un fils. Samantha échange le voile pour le niqab. Puis, Jermaine Lindsay devient célèbre, un triste jour de juillet 2005. Ce que je vois, c'est beaucoup de gens très effrayés. Des milliers de personnes qui s'enfuient de la station King Cross. Il y a eu une énorme explosion dans la rue en face de moi. La seule chose que je vois, c'est le haut d'un bus complètement détruit. Le mari de Samantha se fait exploser dans le métro londonien avec 3 autres kamikazes. Bilan, 56 morts. L'Angleterre découvre que le pays abrite des terroristes islamistes sur son sol. La veuve éplorée, enceinte de leur deuxième enfant, est interviewée par le tabloïd Le Sun et voici ce qu'elle déclare. Tuer des civils innocents britanniques, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Pourtant, quelques mois plus tard, elle prend ses valises et ses 2 enfants et quitte l'Angleterre. Destination, la Somalie. Et à son tour le djihad, dans le rang des Shebab, affiliés à Al-Qaïda. C'est difficile de comprendre la cause de sa radicalisation. Mais c'est très probable que l'implication de son mari dans les attentats du métro de Londres soit cette cause. Les recrues occidentales sont devenues très précieuses pour Al-Qaïda, parce qu'elles sont moins suspectes, parce qu'elles n'attirent pas l'attention et qu'elles sont difficiles à détecter avec leur passeport européen ou américain. Pour Al-Qaïda, les Occidentaux ont beaucoup de valeur. Avec ce faux passeport sud-africain, sous le nom de Nathalie Faye, elle voyage sans éveiller les soupçons des services de renseignement. Elle disparaît complètement des radars jusqu'en décembre 2011. Ce jour-là, la police mène un raid dans une maison qu'elle habitait à Mombasa, dans le sud du Kenya. Elle y découvre des explosifs en grande quantité. Samantha Looswaite réussit à s'échapper, un homme est arrêté, un autre Anglais converti à l'islam radical. Ensemble, ils prévoyaient de mener des attentats contre des lieux fréquentés par des Occidentaux. Samantha se voit affublée de son surnom, la Veuve Blanche. Son complice est jugé et jeté en prison. Un musulman converti, venu de l'Est de Londres, a comparu devant un tribunal au Kenya pour possession d'explosifs. 6 mois plus tard, la Veuve Blanche est accusée d'avoir jeté une grenade dans un bar rempli d'Occidentaux, à Mombasa. Bilan, 3 morts. La jeune fille timide, de la grande banlieue londonienne, est devenue l'une des figures du mouvement des Shebab. Tout au long de son parcours, elle a glissé entre les doigts des services de renseignement. Un profil trop atypique pour être repéré. Il y a des choses que les gouvernements peuvent faire pour empêcher la radicalisation.
Mais ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Ils ne peuvent pas arrêter cette idéologie qui se répand dans une certaine jeunesse en manque de repères. Ce sera impossible d'empêcher la radicalisation de nouvelles Samantha Looswaite à l'avenir. La veuve blanche insaisissable. Elle nargue même les autorités en publiant un poème sur Internet, dans lequel elle écrit « Demain, ce sera peut-être le paradis. Je trouverai mon chemin pour le paradis. Je vois à quel point le djihad est beau. Il est vivant au Kenya, il est vivant en moi. Je respire le djihad. » C'était il y a un peu plus d'1 an, dernière fois que l'on a entendu parler de Samantha Looswaite, jusqu'aux attaques sanglantes de Nairobi cette semaine. Des femmes qui vendent leurs cheveux, qui se les font couper pour les vendre. Vous n'en trouverez pas une seule par ici. Peut-être si vous allez dans des endroits montagneux, plus reculés. Autour de nous, 2 tonnes de cheveux. Pas de réponse quant à la provenance de cette matière première. Cette ville qu'on distingue mal à cause de la pollution, c'est Zhengzhou, à 700 km au sud de Pékin, en Chine. Il y a 10 jours, s'y tenait la foire internationale du cheveu, le rendez-vous des businessmen de la perruque et des extensions capillaires. Vas-y, prends-moi en photo. Attends, bouge pas. Allez. Le clou du salon, c'est ce défilé de femmes affublées de ce qui se fait de mieux en matière de postiche haute coiffure. Ici, on célèbre le cheveu sous toutes ses formes. Mais celui qu'on préfère, c'est le cheveu d'origine 100% humaine, celui qui a appartenu au départ à une vraie femme. Ça ne vous dérange pas de porter les cheveux d'une autre? Non, je me les approprie, ils sont à moi. C'est l'or noir de la Chine. Le commerce des perruques et des extensions à base de cheveux humains connaît une croissance de 20% par an et emploie 4 millions de personnes. Au salon, les acheteurs viennent du monde entier. Le business est en plein boom. En Afrique d'où je viens, c'est extraordinaire. C'est difficile de voir une femme qui n'a pas de perruque. 80% des femmes là-bas portent des perruques. La star du jour, c'est Yuken Zheng, le directeur de la plus grosse usine de perruques de Chine. Chiffre d'affaires annuel 1 milliard de dollars, pour un homme qui a simplement eu une bonne idée, capitaliser sur une ressource disponible en abondance, les cheveux. Ça fait 100 ans que, traditionnellement, dans ma région, les femmes vendent leurs cheveux. C'est devenu une habitude. Monsieur Zheng a choisi d'implanter son usine géante à Souchang, la capitale mondiale du cheveu. L'entreprise emploie 10 000 salariés et exporte dans le monde entier. C'est la fille du patron, Amy, qui nous raconte la success story. Ici, c'est la partie finale. On s'occupe du style des perruques avant de les empaqueter, puis de les envoyer partout dans le monde. On se croirait dans un atelier de confection, sauf qu'ici, on pique et on coupe de la matière humaine. Amy nous parle volume d'exportation, croissance à 2 chiffres, sans jamais évoquer la provenance de ses cheveux. Vous pouvez les toucher, ils ne sont pas raides. Pas un mot sur la misère des femmes réduites à vendre leur chevelure. Par contre, des tartines sur leur position de leader du secteur. Nous sommes installés en Chine. L'un des plus gros avantages ici, c'est la matière première brute. Le cheveu chinois. C'est la meilleure qualité du monde. On quitte l'usine avec une sensation bizarre. Qui sont ces femmes qui vendent une partie d'elles-mêmes? Partout dans la ville, on tombe sur des ateliers qui travaillent le cheveu, des intermédiaires de la filière. Tout ça là, c'est des cheveux chinois. En discutant avec ces femmes, on comprend qu'un aspect de leur industrie est totalement tabou. Vous avez déjà vendu vos cheveux? Non. Nous, ici, on ne vend pas nos cheveux. Dans d'autres provinces, les gens qui ont les cheveux longs, ça ne les dérange pas de les vendre. Mais pas nous. Moi, je ne les vends pas. J'aime les cheveux longs. Rapidement, on réalise que si travailler dans le cheveu, c'est bien vu, vendre les siens, c'est la honte. Nous nous rendons dans un autre atelier à la nuit tombée.
Des femmes qui vendent leurs cheveux? Qui se les font couper pour les vendre? Vous n'en trouverez pas une seule par ici. Peut-être si vous allez dans des endroits montagneux, plus reculés. Autour de nous, 2 tonnes de cheveux. Du sol au plafond, des couettes prêtes à partir pour les salons de coiffure américains ou africains. Et ici aussi, pas de réponse quant à la provenance de cette matière première. Nous partons dans les campagnes chinoises, à la recherche des femmes résolues à vendre leurs cheveux. Taipei, 5h30 du matin. Les acheteurs d'or noir attendent le début des négociations. Les collecteurs arrivent, sacs plastiques à la main, remplis des crinières des femmes de la région. Ça, je te l'achète 77 €. Ah non, c'est pas assez. Et pour 2 €, tu me donnes quoi? Ouais, c'est ça. Les cheveux se vendent au poids, entre 150 et 650 € le kilo. Les mèches les plus longues et les plus belles s'échangent sur le trottoir. Certaines transactions, comme celle-ci, atteignent 2000 €. Tiens, voilà ton argent, tu peux recompter. Les pièces de moins bonne qualité se négocient sur le bord de la route, dans les vapeurs des pots d'échappement. Tout le monde vend ses cheveux? Oui, tout le monde. Oui, bien sûr, tout le monde vend ses cheveux, les jeunes comme les vieux. Là, ces cheveux, ce sont ceux d'une dame de 80 ans. Vous voyez, ils ne sont plus noirs. Ici encore, des cheveux en bataille, mais pas de traces de leur propriétaire. Nous demandons autour de nous à rencontrer l'une d'entre elles. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui vend ses cheveux pas loin? Ça va être difficile. Mais si tu veux, il y en a une. Elle a quel âge? 40 ans, non 30. Est-ce qu'on peut aller la voir? Y aller? D'accord. La négociation se poursuit. Chang a convaincu sa belle-fille à une condition, que nous achetions ses cheveux. Nous la retrouvons sur son lieu de travail. Gao a 35 ans, elle a déjà vendu 20 fois ses cheveux dans sa vie. Cela fait partie de son quotidien et de celui des femmes de sa famille. Je fais ça pour gagner un peu d'argent, pour améliorer ma vie. Gao gagne 240 € par mois. Elle a fixé le prix de sa très longue chevelure à 75 €. Cela fait 4 ans qu'elle ne les a pas coupés. Je les laisse pousser, j'en prends soin, je les brosse tous les jours. Alors ce n'est pas facile de les vendre. C'est une décision qui me rend triste. Sa belle-mère n'est pas coiffeuse, mais elle coupe des tifs tous les jours. C'est son métier, convaincre les jeunes filles de lui confier leurs cheveux. Elle a même inventé une technique particulière pour éviter que l'expérience soit trop stigmatisante. La plupart des filles ne veulent pas vendre leurs cheveux, mais leurs parents les forcent à le faire. J'en vois beaucoup qui pleurent, surtout quand elles sont jolies. Mais tu vois, je ne les coupe pas trop courts. En utilisant ma technique, je leur laisse quelques cheveux jusqu'aux épaules. Du coup, ça fait moins moche. En Asie, les cheveux longs sont synonymes de beauté. Goa se prépare à dire adieu à la sienne. Nous intervenons. Bien sûr, nous ne voulons pas qu'elle se coupe les cheveux. C'est le soulagement. Je ne les vendrai plus, c'est fini. Ce que je ressens maintenant, c'est inexplicable. Je n'aime pas avoir les cheveux courts. Ça change la forme de mon visage. Je préfère les garder sur ma tête. Pendant que Gao garde le sourire et ses cheveux, en Asie, elles sont des milliers chaque jour, à attendre patiemment que ça repousse. Drôle de business que celui des cheveux humains. Quand j'ai des réunions avec des leaders politiques, par exemple, cela pourrait les mettre mal à l'aise si je venais avec une protection. Alors que les femmes bodyguards passent pour mes assistantes à leurs yeux, et cela facilite mon travail. Un matin de novembre dans la banlieue de Pékin, des centaines d'adolescents sont venus assister à un cours un peu spécial. Il n'est pas nécessaire de planter le couteau pour s'en servir, car votre agresseur peut aussi avoir un gilet pare-balles, par exemple. Vous voyez, je tranche
Je repars au niveau du cou. Puis derrière le genou et entre les jambes. Ce maître de kung-fu leur montre comment dépecer un homme. Mais en fait, c'est pour se défendre. Si. Devant lui, sur les 300 ados présents, la moitié sont des filles. Bravo, c'est très bien. On l'applaudit. Ces filles ne sont pas là que pour se faire découper à la hache, mais pour apprendre des techniques d'autodéfense et en faire leur métier. Elles rêvent d'être bodyguard. C'est un beau métier. Il n'est pas encore très convoité parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît. Mais son développement est très rapide et le salaire très élevé. Avec le boom économique, il y a toujours plus de milliardaires à protéger dans le pays. Et pour ces nouveaux riches, la tendance depuis cette année, c'est d'être escorté par des femmes. Mais pour être garde du corps, il ne faut pas que savoir manier un couteau. Dans un salon cosy de la capitale chinoise, des femmes et des hommes prennent des cours de savoir-vivre. Vous n'avez pas besoin de vous baisser autant. Vous devez rester droite. Et même si c'est une femme, vous devez saluer comme ça en lui serrant la main. Il ne faut pas que la bouteille touche le verre. Sinon, c'est parfait. Ni 23 ans et Lou 24 ans sont guidés par une professeure de maintien pour les bonnes manières et par une maquilleuse pour les apparences. Ce fond de teint est adapté à votre peau. Il permet de faire disparaître les boutons et les points noirs. Cela fait partie de notre travail. Nous devons participer à de nombreuses réceptions. En fait, elles sont championnes de taekwondo et de kung-fu. Ce ne sont pas des apprenties gouvernantes, mais des gardes du corps. Et elles doivent savoir respecter les codes de l'élite chinoise. Régulièrement, elles reviennent ici pour ne pas perdre la main à l'International Security Defense College. C'est un centre de formation pour bodyguards aux allures de prison. À l'intérieur, un homme est en train de se faire braquer. En fait, c'est le directeur, le spécialiste du couteau. Xingyang sait se défendre, il est aussi prof de kung-fu. Monsieur Xin a déjà formé 800 bodyguards, dont 200 femmes. C'est bien, allez-y. Monsieur Xin a ouvert l'un des premiers centres de formation de garde du corps il y a 4 ans. Et grâce au boom des demandes, il s'est fait construire ses nouveaux locaux l'année dernière. Tout ce que vous voyez, nous l'avons conçu nous-mêmes. Ces vitres sont par balles. Et tous les étages supérieurs de ce bâtiment résistent aussi aux balles de fusil et aux explosifs. Et évidemment, son modèle, c'est Bruce Lee. Parce que je l'aimais beaucoup quand j'étais petit, alors je me suis mis au kung-fu. Et comme Bruce Lee, ces bodyguards n'utilisent pas d'armes. En Chine, c'est interdit. Seule la sécurité des chefs du Parti communiste y a droit. Alors Monsieur Xin a tout misé sur le kung-fu et sur les femmes. Les femmes gardes du corps passent plus inaperçues que les hommes. Et donc les agresseurs se méfient moins et leurs attaques en sont fragilisées. C'est pourquoi leur capacité à faire face au danger est supérieure à celle des hommes. Les femmes, la nouvelle arme secrète du combat au corps à corps. Descends sur tes appuis et frappe quand tu remontes. Nous retrouvons Ni. Elle ne s'exerce pas qu'à servir du vin. Elle s'entraîne aussi de façon très musclée. Mais la violence, c'est son truc. J'aime bien qu'ils me cognent comme ça. Comme on porte vraiment les coups, je sais où taper pour que ça fasse mal. Mettez vos protections, elle va porter les coups et ça va faire mal. Le secret de sa formation, se confronter à des hommes. Si elle ne s'entraînait qu'avec des filles, quand elle ferait face à des hommes, dans la réalité, elle échouerait. C'est pour cela qu'ici, elle affronte des hommes. C'est cette maîtrise que viennent chercher les clients du centre. Ni et Lou ont troqué leurs survêtements pour un costume. Aujourd'hui, leur mission, protéger Madame Li. Elle a fait fortune dans la finance et pèse 200 millions de dollars. Alors elle a besoin de protection, une protection discrète.
Quand j'ai des réunions avec des leaders politiques, par exemple, cela pourrait les mettre mal à l'aise si je venais avec une protection. Alors que les femmes bodyguards passent pour mes assistantes à leurs yeux, et cela facilite mon travail. Quand elles sont avec Madame Lee, c'est du 24 heures sur 24, que ce soit pour faire des courses ou flâner dans une galerie d'art. Les deux gardes du corps ne se laissent jamais distraire. On peut vous poser une question? Non, non, c'est pas le moment. Et elles maintiennent toujours un périmètre de sécurité très strict, même pour nous. Fin de journée à Pékin, les bourses européennes vont ouvrir. Madame Lee se rend à son bureau, elle va commencer ses activités de trading pour ses clients. Ce qu'elle redoute avant tout, un enlèvement. Dans le cadre de mon travail, mes clients me confient énormément de fonds. Je me dois de protéger les informations dont je dispose. Je me dois d'assurer ma propre sécurité. Dans la salle à côté, les Ninja Girls font une pause. Tu veux du thé? Oui, merci. Mais en réalité, elles restent en alerte. Elles ont toujours un temps d'avance sur un éventuel agresseur. Que feriez-vous si vous étiez attaqué maintenant? Le plus simple, comme je viens de remplir cette théière d'eau bouillante, c'est de m'en servir. En plus, comme c'est de la porcelaine, ça peut facilement blesser. Ébouillanter son adversaire, elle ne l'a encore jamais fait. Mais manier la matraque, oui. Un jour, un de mes clients a été attaqué par 6 ou 7 personnes. Par chance, j'avais ce jour-là une petite matraque. Je me suis interposée et je me suis battue. Je n'ai pas réussi à tous les atteindre, mais ceux qui ont été touchés ont dû avoir mal. En tout cas, ça les a tous fait fuir. Madame Lee rentre chez elle à 2 h du matin, escortée par ses 2 anges gardiens, qui dormiront également chez leurs riches clientes, comme tous les jours. Pas de vie privée pour les bodyguards. Quelques jours plus tard, enfin un jour de repos, le seul de la semaine. Ni et Lou le passent ensemble. Elles sont devenues amies par la force des choses. Comme la grande majorité des gardes du corps, elles sont issues de milieux modestes. Impossible de rendre visite à leurs familles, qui vivent loin, dans leur province natale. Et côté sentimental... J'y pense, mais je suis encore jeune, je ne suis pas pressée. Pour le moment, je me donne entièrement à mon travail. De toute façon, si je voulais un petit ami, actuellement, je n'aurais pas le temps. Mais plus tard, j'y penserai sérieusement. Aujourd'hui, elles gagnent plus de 10 fois le salaire minimum. Mais passé la trentaine, elles ne pourront plus être gardes du corps. Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité. Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. L'honorable docteur Cécile Kiange, ministre sans portefeuille. Le 28 avril dernier, l'Italie vit un jour historique. Je servirai loyalement la Constitution. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ministre noir est nommé. L'heureuse élue, Cécile Kiange, 49 ans, médecin ophtalmologue d'origine congolaise. Elle est naturalisée, l'italien n'est pas sa langue maternelle. Le nouveau gouvernement de gauche veut en faire un symbole d'ouverture. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir aussi la cible préférée et systématique de l'extrême droite. L'Italie n'est pas métisse. Kiange doit être rapatrié immédiatement. C'est le message raciste inscrit sur le mur d'un lycée et qui visait clairement la ministre de l'Intégration, Cécile Kiange. Immédiatement après sa nomination, c'est un déchaînement de violences racistes. Sur les réseaux sociaux et les sites d'extrême droite, on la traite de singe congolaise, de nègre anti-italienne ou encore de ministre bonga bonga. Un célèbre acteur italien, Paolo Villaggio, interviewé à la radio, y va même de sa petite phrase. Toi, tu utilises le mot nègre ou le mot noir? Nègre. On peut dire nègre sans problème alors. Comment veux-tu que je l'appelle? Donc la ministre, tu l'appelles nègre. Ben oui. Les attaques sont telles qu'une semaine à peine après sa nomination, la nouvelle ministre doit déjà se défendre. Au Parlement, elle organise une conférence de presse. Je ne suis pas une femme de couleur, je suis une femme noire.
C'est important de le dire. Je le dis avec fierté. Et je pense qu'il serait temps pour beaucoup de personnes dans ce pays de commencer à appeler les choses et les gens par leur nom. Le même jour, la ministre présente son projet de loi qui vise à faciliter l'accès à la nationalité pour les immigrés. Une provocation pour la droite italienne. Cette fois-ci, ce sont des élus qui vont s'en prendre à elle. La première, c'est Dolores Valandro, conseillère d'arrondissement et membre de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite. Après une tentative de viol par un Africain à Gênes, elle écrit sur Facebook à propos de Cécile Kyenge. Pourquoi personne ne la viole jamais pour qu'elle puisse comprendre ce que ressent la victime de ce crime horrible? C'est une honte. L'élu est exclu de la Ligue du Nord et condamné à 13 mois de prison avec sursis pour rappel à la violence. Mais cela ne décourage pas un autre membre du parti d'extrême droite, Roberto Calderoli, vice-président du Sénat. Devant 1500 personnes, et alors que sa voix est enregistrée, il s'en prend à son tour à Cécile Kyenge. J'aimerais dire au ministre Kyenge qu'elle pourrait être un très bon ministre. Peut-être l'est-elle, mais elle devrait l'être au Congo et pas en Italie. Et quand je la vois, je suis surpris. Elle ressemble à un orang-outan. Le sénateur finira par s'excuser, mais lui n'est pas condamné. La ministre cible des pires insultes. Résultat, elle est devenue le porte-drapeau de l'Italie antiraciste. Aujourd'hui, elle est en déplacement en Sicile pour visiter un centre d'accueil pour immigrés. Comme à chacune de ses apparitions, elle est attendue par des centaines de personnes. Depuis les attaques qui l'ont visée, elle est aussi entourée en permanence de 4 gardes du corps. Mais poussez-vous, faites un peu de place, laissez-la respirer, sinon elle ne voit rien. La ministre a toujours du mal à comprendre l'agressivité dont elle est victime. Je savais que j'allais avoir des difficultés, mais pas jusqu'à ce point. La quantité d'insultes que j'ai reçues, c'est inimaginable. En parlant d'immigration, on a toujours parlé de criminalité, on a toujours parlé de clandestins, on a toujours parlé de crimes. La plupart pensent que les gens qui viennent en Italie, c'est pour... ce sont des criminels ou ce sont des personnes qui ne sont pas correctes et oublient que l'immigration est une ressource aussi pour contribuer au développement d'un pays. Mais aujourd'hui, pas d'insultes xénophobes. Ce sont ses fans qui l'attendent. Bravo à la ministre antiraciste. Bravo et merci d'être parmi nous. On est tous avec vous. Nous ne sommes pas tous des mafieux. Cela fait 3 mois que je suis coupable parce que je suis noire. Coupable parce que je suis une femme. Coupable parce que je suis née à l'étranger. Et parce que j'ai fait des études. Je suis médecin ophtalmologue et à l'hôpital, on m'appelait infirmière. Et quand je disais que j'étais médecin, on me demandait si j'étais américaine. La foule adore. De l'autre côté de l'Italie, en revanche, on rit jaune. Nous sommes en Lombardie. Ici, le drapeau de la Ligue du Nord, le pire ennemi de Cécile Kyenge, flotte partout. Aujourd'hui, le parti organise une grande fête de village. L'invité d'honneur, le sénateur Giacomo Stucci. Depuis les scandales à répétition, les élus font bien attention à ce qu'ils déclarent. Mais son message est clair, hors de question de condamner les propos racistes qui visent la ministre. Vous savez, chez nous, c'est la crise. La situation économique de notre pays rend les gens particulièrement, comment dire, vulnérables, tendus. Les gens ne sont pas tranquilles et parfois, ils dépassent les limites. Le sénateur tient à nous démontrer que son parti n'est pas raciste. La preuve est là ce soir, dit-il. Il nous présente Tony Iwobi, conseiller municipal d'origine nigérienne, la caution morale de la Ligue du Nord. Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité.
Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. Si on peut appeler ça des insultes. Pas d'insultes, pas de problème donc pour la Ligue du Nord. Et le pire, c'est que la justice va dans le sens du parti d'extrême droite. Si les appels à la violence sont pénalement répréhensibles, le délit d'injure raciste n'existe pas dans le pays. Résultat, aucune condamnation pour l'instant. Pour le moment, il y a beaucoup de messages de soutien et tout, mais il y a peu d'actions. Donc c'est ce qui m'étonne un peu, puisque de la part des institutions, il faut qu'il y ait une prise de position, il faut qu'il y ait quand même des instruments pour protéger les personnes qui travaillent. Je suis sûre que dans des autres pays, de telles attaques ne passent pas, comme en Italie. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une action, il y aurait eu une réaction assez forte de la part des institutions. Et là, vous regrettez qu'il ne soit rien passé? Un peu, oui. Un peu seul face au flot d'agressions racistes. Et son aventure au gouvernement pourrait bien s'arrêter bientôt. La coalition au pouvoir est fragile, la première ministre noire de l'histoire pourrait perdre sa place. Avec un bilan plutôt inquiétant, le réveil des vieux démons xénophobes plutôt que l'ouverture espérée.